Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire qui sera consacré à Netiful, une solution qui permet de protéger nos élèves des contenus sur Internet. Ce webinaire sera animé par Francisco Ordaz de la Fibre 64 et par Richard Bécard de la société Netiful. Pour des questions pratiques, avant de laisser la parole à Francisco, si vous avez des questions pendant la présentation, vous avez un chat qui est à votre disposition. Nous y répondrons dès la fin de la présentation. Je tiens également à vous préciser que ce webinaire sera enregistré et qu'il sera disponible pour revisionnage sur le site webinaire au pluriel.lafibre64.fr dès cette fin de semaine. Je vous remercie et vous souhaite un bon webinaire. Merci. Francisco, je te laisse la main. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà le rapide sommaire de ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc moi, je vais vous présenter le contexte de cette solution et de pourquoi on vous la présente aujourd'hui. Donc moi, je suis chargé de mission au syndicat La Fibre 64. Ensuite, M. Bécard présentera la solution et il y aura une phase de questions-réponses dont le but, c'est qu'on passe le maximum de temps sur la présentation de la solution et dans l'interaction avec M. Bécard. Donc moi, je vais introduire le contexte rapidement. Donc on est dans le cadre d'une obligation légale qui impose de garantir un accès sécurisé à Internet en filtrant les contenus inappropriés pour les jeunes publics. Donc c'est une obligation légale qui s'impose dans le cadre de tous les établissements scolaires. Donc les écoles dans le cadre, dans le cadre des mairies, les collèges aussi dans le cadre des conseils départementaux, voire même les lycées dans le cadre des régions. Donc il y a différents textes de loi qui, chacun par un bout, abordent cette question du filtrage des contenus, dont le Code de l'éducation, la loi pour une république numérique, le RGPD lui-même, la loi pour la confiance dans l'économie numérique et un décret de 2015 sur la protection des mineurs en ligne. Donc, cet ensemble de textes oblige les établissements à filtrer l'accès aux contenus inappropriés, donc empêcher que certains contenus soient facilement accessibles par les élèves dans le cadre des activités pédagogiques. Et donc, comment on filtre l'accès à des contenus inappropriés? Il y a différents moyens. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que ce n'est pas forcément des moyens très simples. Ils peuvent supposer une technicité assez importante pour pouvoir les mettre en œuvre. Et puis, ils sont souvent sujets à des contournements possibles. C'est-à-dire que là, dans ce que je vous ai représenté, il y a une première hypothèse qui est de dire je vais essayer de bloquer les accès directement au niveau de ma box. Une autre hypothèse étant je vais mettre entre Internet et moi un système qu'on appelle un proxy, qui va faire qui va être un intermédiaire entre Internet et moi et qui va me permettre d'autoriser ou pas certaines choses. Même chose dans ce qu'on va appeler un pare-feu ici en bas. Ou alors, on peut attaquer en disant on va sécuriser au niveau des navigateurs en rajoutant par exemple une extension qui va s'occuper de ça. Donc tout ça, c'est des solutions qui peuvent fonctionner, mais qui ne sont pas forcément des solutions simples à mettre en œuvre et qui peuvent dans le temps être contournées ou alors ne plus fonctionner parce que tout d'un coup on a sur un navigateur une évolution qui fait que telle extension ne marche plus, ou alors on est hyper sécurisé dans des connexions filaires, mais l'accès Wi-Fi ne permet plus cette sécurité. Donc c'est pour répondre à cette complexité et donc du coup à cette difficulté pour, par exemple, les communes à répondre à cette obligation, qu'on a décidé dans le cadre de la centrale d'achat de la Fibre 64 de vous proposer un service qui va vous permettre rapidement de répondre à cette obligation. Alors, ça, c'est une slide rapide de rappel de notre centrale d'achat de la Fibre 64. Petit rappel très rapide, c'est une centrale d'achat qui est ouverte à toutes les collectivités du département et qui donne accès à des prestations et des solutions qui sont fournies par deux centrales partenaires qui sont la centrale d'Aquitaine Capaki et la centrale Canut. Et dans notre magasin,
en propre, on va dire. On a un certain nombre de marchés, dont un marché qu'on a passé au mois de mars 2024 pour répondre à ce besoin de filtrage de contenu Internet. Le titulaire de ce marché, c'est donc la société Netiful. Donc Richard Beccard va vous expliquer ce qu'il y a dans ce marché, va vous présenter ses produits. Et donc retenez que si cette solution vous intéresse, vous pourrez, moyennant d'être adhérent à la centrale d'achat de la FIP 64, très facilement souscrire à cette solution. Vous pourrez revenir vers moi. Il y a énormément d'informations là-dessus, également en ligne sur notre site Internet. Donc voilà pour mon introduction. Merci Francisco. Je donne la main maintenant à Richard Beccard. Merci. Oui, bonjour à tous, Richard Beccard, Société Netiful. Donc je vais effectivement vous présenter notre solution de filtrage Internet Netifulbot, donc spécialement conçue pour le monde de l'éducation, afin de répondre effectivement à la réglementation en termes effectivement de protection des mineurs sur Internet. Donc la solution Netifulbot, c'est une solution matérielle qui se connecte, donc on appelle en coupure réseau, hein, entre la box Internet et le switch. Donc le boîtier ressemble à ça. Voilà, ça c'est la version ultra du boîtier. Donc le boîtier est fabriqué chez nous localement, dans nos ateliers. Donc ici on a les deux interfaces de connexion qui permettent de connecter le boîtier entre la box et le switch. Et ensuite, effectivement, la force du produit, c'est son côté plug and play, donc une grande simplicité dans la connexion et dans le fait qu'immédiatement, après la connexion, le filtrage est opérationnel. On n'a pas besoin d'appliquer de modifications sur l'existant, sur le réseau. On est sur un bridge, une technologie bridge transparent, donc ça permet de gagner du temps sur la connexion. Donc une fois que le boîtier est connecté, donc on va appliquer deux technologies de filtrage. Donc la première, c'est une technologie DNS, donc qui va permettre d'assurer que sur l'usage des moteurs de recherche, la politique de Safe Search est bien appliquée. Donc ça, on retrouve ça sur Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo. Vous savez, c'est quand vous allez sur Google Images, vous tapez une image et que vous avez le terme flouté ou déflouté. Ça, c'est justement le Safe Search. Donc nous, il est forcé par le réseau, avec l'impossibilité de déflouter les images, car elles ne s'affichent pas du tout. Du coup, tout ce qui est contenu inapproprié ne pourra pas s'afficher par Google Images, par exemple. C'est un des risques majeurs, hein, sur l'utilisation du numérique dans les écoles, notamment par les élèves, c'est l'utilisation des moteurs de recherche et notamment Google Images. Voilà. Donc ça permet d'avoir une politique restrictive là-dessus. On a également donc un AD bloqueur et un anti-malware qui est intégré en technologie DNS pour empêcher donc les publicités qui peuvent amener par rebond à des contenus inappropriés, notamment sur des sites gratuits qui peuvent être des contenus pédagogiques, mais qui fonctionnent généralement avec des blogs. Et dans ces blogs, on a des pubs, on clique sur la pub et par rebond, on peut retomber sur un site inapproprié. Donc ça, on les bloque également. On a également une politique donc de Safe Search sur YouTube, c'est-à-dire que YouTube est en mode strict, donc la vidéo YouTube est accessible parce que elle est massivement utilisée dans les écoles. Il y a beaucoup de contenu pédagogique. Sauf que du coup, dans ce mode strict, les vidéos sont adaptées à des enfants jusqu'à 12 ans avec les commentaires désactivés. Voilà, toutes les autres vidéos seront désactivées. On a 3 modes de Safe Search sur YouTube. On a le mode strict, le mode modéré, qui correspond plus à des ados, et désactivé. Voilà. Ensuite, on a la partie donc filtrage HTTP, HTTPS. Donc ça, c'est la partie purement proxy, c'est faire en sorte qu'effectivement, quand on tape une adresse dans la barre d'adresse, si cette adresse est un site inapproprié, ça ne s'affiche pas. Donc cette liste de sites inappropriés donc, est issue de la base de l'éducation nationale, donc le référentiel de Toulouse, dans lequel on a ajouté notre algorithme qui s'appelle Dynabot, qui vient renforcer
de manière importante le contenu de ce référentiel qui peut malheureusement rester par moments sans mise à jour pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, notamment pendant les vacances. Donc Dynabot vient justement lui aider à rechercher ces nouveaux contenus inappropriés de façon à les bloquer. Ensuite, on va avoir donc la partie réglementaire, donc tout ce qui est journaux de connexion, hein, les logs. Donc les logs sont envoyés toutes les nuits à notre data center. Donc le data center est à Bidart et donc on stocke les logs. Donc cette partie-là qui est assez lourde parce qu'elle engage évidemment une certaine responsabilité, donc on s'en occupe. On les stocke pendant 1 an, c'est chiffré en AES 256 pour avoir une méthode de chiffrement conforme au RGPD sur la protection des données privées. Et en cas effectivement de demande, il suffit d'envoyer un mail et puis on vous envoie les logs déchiffrés de façon à pouvoir les transmettre aux autorités compétentes. Voilà, dernier point, c'est la partie donc administration de la solution. Donc tout se fait en mode SaaS. Donc une fois que le boîtier est installé dans l'école, il n'y a pas besoin de se connecter à son adresse IP pour configurer le boîtier. C'est des interfaces qui sont en mode SaaS, donc qui permettent de configurer la solution depuis n'importe où. Donc pour les services informatiques, donc on a la brique supervision qui permet de piloter l'ensemble des boîtiers, l'ensemble du parc. Et ensuite, on a une brique d'administration qui peut être mise à disposition des enseignants, des chefs d'établissement, pour qu'ils puissent avoir la main sur leur niveau de filtrage. Effectivement, nous, on encourage à intégrer dans les projets de filtrage les enseignants pour qu'ils puissent être autonomes sur cette partie-là. Ça leur permet effectivement, quand ils sont bloqués sur un site, de pouvoir utiliser la liste blanche, liste noire facilement, donc de se débloquer de certains problèmes, certains sites dont ils ont besoin d'un accès sans solliciter les services informatiques. Donc ça peut être aussi un gain de temps pour vous. Alors, excuse-moi, Monsieur Bécard. Alors, nous avons ici des personnes, alors je ne vais pas dire qu'ils sont néophytes, hein, mais je pense que le mot SaaS, tout ça, ce sont des termes qui ne leur parlent pas forcément. Pardon, j'avais compris que c'était des services informatiques. Excusez-moi. Donc, non, pas forcément. Pas forcément, d'accord, très bien. Alors, voilà, merci beaucoup. donc les interfaces, en fait, on peut configurer la solution depuis n'importe où. Quand je dis le mode SaaS, c'est dans le cloud. Voilà. Donc, c'est dans le data center qui est à Bidart. Il n'est pas dans les nuages, il n'est pas très loin. Mais effectivement, ça permet de pouvoir piloter la solution depuis n'importe où. Voilà. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer un petit peu les interfaces. Voilà, donc là, ici, donc sur le partage d'écran, là, on est sur l'interface d'administration, l'interface de supervision de la solution. Donc, on a notre parc de boîtiers et ceux qui sont actuellement en ligne, ceux qui sont en ligne, l'état des abonnements. Donc, on a ensuite donc un bouton pour gérer le parc avec l'ensemble des boîtiers NetiFoodBot et on va pouvoir justement mettre le lieu géographique, le nom de la commune, le nom de l'école, par exemple, pour pouvoir piloter le boîtier. Voilà. Ensuite, on va avoir donc la possibilité de personnaliser la page de protection. Donc ça, la page de protection, c'est la page sur laquelle on est redirigé, plutôt que d'arriver sur le contenu inapproprié, on est redirigé vers cette page. Donc c'est une page qui est personnalisable, elle est vraiment faite pour les enfants. Donc on peut modifier certaines options, le logo, ici un portail pour mettre par exemple le portail de la ville, de la commune, bref, on peut tout personnaliser. Ensuite, on va avoir la partie donc purement supervision dans laquelle on va avoir la liste des boîtiers qui sont actuellement en ligne avec l'inventaire du matériel qui est connecté. Donc ça, c'est tous les équipements qui sont filtrés, donc qui sont connectés derrière le NetiFoodBot et qui passent par la politique de filtrage. Donc ça permet d'avoir cette information-là. On va également avoir accès ici à des commandes à distance pour redémarrer, forcer les mises à jour du boîtier, même si tout se fait de manière automatique. Réellement, il n'y a pas grand-chose à faire manuellement une fois qu'il est connecté, mais on a quand même des options là-dessus.
On a donc ensuite l'accès aux différentes options. Donc la première, c'est effectivement le MDM et ensuite la configuration web. Donc le MDM, c'est quoi? C'est un système de gestion des tablettes. C'est-à-dire que dans les écoles, souvent, on peut retrouver des chariots mobiles avec des tablettes, mais aucune solution pour les configurer de manière centralisée. Donc on s'est rendu compte que dans les écoles, c'était souvent un petit peu non utilisés. Effectivement, il n'y avait pas les outils logiciels pour pouvoir les piloter. Donc, avec Native Footbot, il y a également un MDM Android, je précise, ça ne fonctionne qu'avec les tablettes Android, mais qui permet effectivement de gérer de manière centralisée l'ensemble des tablettes. Voilà. Vous avez donc ensuite cette interface, donc l'interface d'administration. Donc ça, c'est une interface qui peut être mise à disposition des chefs d'établissement avec le filtrage thématique, donc 10 grandes catégories. Donc la base correspond à peu près 40 catégories qu'on a fusionnées dans 10 grandes catégories pour simplifier son administration. Donc par défaut, les contenus adultes et violents sont filtrés, bloqués. On ne peut pas décocher ces deux catégories, c'est le minimum. Et ensuite, on va pouvoir ajouter d'autres catégories en fonction de la politique de sécurité que vous souhaitez mettre en œuvre. Vous avez ensuite le filtrage manuel. Donc ça, la liste blanche, c'est quand on souhaite autoriser un contenu qui est bloqué par le système. Par exemple, on veut autoriser Facebook. Donc là, ça fonctionne par mots-clés, c'est relativement simple. On n'a pas besoin de rentrer l'adresse complète du site, on met juste un mot-clé et ça va permettre de débloquer le contenu. Voilà. Et on a la même chose pour la liste noire quand on veut bloquer des contenus supplémentaires. On a le filtrage Google Traduction, qui est activé par défaut. Google Traduction est une source de contournement des solutions de filtrage. Alors c'est surtout, avant tout pour on va dire les collégiens qui s'amusent avec Google Traduction pour contourner le système de filtrage. On n'a pas trop ça dans le premier degré, mais la solution l'intègre dans tous les cas. Et ensuite, le filtrage YouTube avec les 3 modes. Donc le mode strict par défaut, qui permet de rendre accessible la plateforme vidéo sans risque aux enfants. Voilà, donc là, c'est les différentes options. Donc l'interface est très simple, il y a très peu d'options là-dessus, mais ça permet effectivement de pouvoir piloter le filtrage pour les enseignants. Voilà. Ensuite, on a un mode expert, qui est protégé, lui, par mot de passe. Donc ça, c'est plus pour les services informatiques. Et ça permet d'aller plus loin dans la configuration réseau. On peut avoir certaines subtilités réseau liées à une configuration spécifique. Avec ce mode expert, on va pouvoir affiner justement la configuration du Native Footbot pour le rendre compatible avec certains types d'installations. On peut également décider de sortir des équipements du filtrage Internet. Donc c'est dans ce mode-là qu'on peut le mettre en place. Voilà. Donc voilà l'interface d'administration et ensuite donc en dernier lieu l'interface MDM, donc la gestion des tablettes. Donc ici on a une tablette virtuelle qui correspond à la tablette, on va dire maître, et on va pouvoir enrôler des tablettes. Donc avec un QR code, on flash ce QR code et les tablettes vont être rajoutées donc au système. Et à partir de là, dès qu'on va agir sur cette tablette virtuelle, toutes les tablettes physiques qui sont dans l'école vont récupérer cette configuration-là, plutôt que passer tablette par tablette. Donc ça permet d'avoir une politique de sécurité pour les enfants, pour pas qu'ils fassent n'importe quoi sur les tablettes, de limiter l'usage sur certaines applications qui sont issues d'un store qui a été spécialement conçu pour le monde de l'éducation. Ce ne sont que des applications en lien avec les contenus pédagogiques qu'on va pouvoir ajouter à l'intérieur. On peut également créer des groupes pour séparer justement les classes de façon à ce que les élèves, effectivement, par exemple de CE1, n'aient pas les contenus, les applications de ceux qui sont en CM1. Voilà. Bon, on a la possibilité de créer des groupes. Donc c'est un outil qui est intégré, qui est très simple d'utilisation et qui permet vraiment d'utiliser les tablettes par la suite. Voilà. Voilà, pour les interfaces qui permettent de faire l'administration et la présentation de Native Footbot. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Francisco,
Je te laisse. Alors, nous avons 2 questions. Alors, s'il y en a évidemment qui sont présents et qui veulent poser des questions ou prendre la main, n'hésitez pas à lever vous avez une option qui s'appelle lever la main, à lever la main et à poser des questions en direct. Ou sinon, vous pouvez également les écrire sur le chat. Oui, alors moi j'ai trois questions. La première, donc vous avez évoqué la possibilité d'utiliser des tablettes. Donc ça veut dire que là on est sur des connexions qui sont en Wi-Fi. On peut aussi avoir, j'imagine, dans les écoles des ordinateurs portables, probablement de plus en plus, par opposition à des ordinateurs fixes. Donc là la question c'est quel est enfin, comment se positionne le boîtier? C'est-à-dire, est-ce que c'est lui qui devient le point d'accès Wi-Fi et ainsi il filtre toutes les connexions, qu'elles soient filaires ou Wi-Fi, ou est-ce qu'on reste, où est-ce qu'il est, est-ce qu'il va filtrer derrière un équipement de type borne Wi-Fi? Ça, c'est la première. Je vous laisse répondre Alors, et puis après. le boîtier est au plus près d'Internet. Donc, en gros, tout ce qui est connecté derrière, que ce soit en fait de l'équipement Wi-Fi ou de l'équipement filaire, est filtré par la solution. Donc, si dans une école, j'ai des points d'accès des points d'accès Wi-Fi dans les classes, du moment que ces points d'accès sont connectés derrière le Netifulbot, automatiquement, toutes les connexions Wi-Fi seront sécurisées et filtrées. Et dans une école, je dirais, plus petite, une école qui aurait juste une box, à ce moment-là, Oui. il faut déporter le point d'accès Wi-Fi de la box vers l'équipement, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'il existe, ça c'est la version que je vous ai montrée, donc le boîtier c'est la version Ultra, mais on a une version effectivement avec le point d'accès Wi-Fi intégré pour les plus petites structures. C'est-à-dire que quand effectivement on met en place un système de filtrage, si on laisse le Wi-Fi de la box Internet, ce Wi-Fi n'est pas sécurisé. Et donc du coup ça contourne le système de filtrage. Donc l'idée effectivement c'est de désactiver le Wi-Fi de la box et d'utiliser le Wi-Fi qui est fourni dans le boîtier. Et ce Wi-Fi-là est sécurisé. Donc si on connecte les équipements dessus, ils seront filtrés de la même façon. OK. La seconde question, j'ai vu que dans les fonctionnalités, il y avait une possibilité de, de mettre en place des sortes de pages intranet. J'ai vu site web de l'école. Ça correspond en gros à quoi? Ça peut répondre à quel besoin? Alors, ça peut répondre à un besoin de mettre en place, alors c'est pour les enseignants, hein, mais qui puissent effectivement avoir un interne, un intranet pour mettre des ressources qui ont été choisies par l'école pour y accéder plus facilement. Et plutôt que de laisser les enfants aller eux-mêmes sur les moteurs de recherche, taper des adresses au risque de faire des erreurs, d'avoir un portail qui centralise ces informations, ces ressources, et ils n'ont plus qu'à cliquer sur les différents liens pour accéder à la ressource pédagogique. Donc, l'intranet sert surtout à ça. OK. Et donc, on est sur un principe d'éditeur de page assez simple et facilement, Oui, c'est-à-dire que facilement pris en main? oui, c'est très simple, c'est-à-dire que la page est déjà faite, on a une partie administration dans laquelle on va pouvoir personnaliser les liens en ajoutant effectivement les sites que l'on veut voir apparaître dans ces ressources. OK. Alors, oui, ma troisième question, dans les retours que vous avez de la mise en œuvre sur le terrain, est-ce qu'il y a, des cas où les enseignants remontent le fait que le système soit trop bloqué, enfin, pas assez ouvert, et que du coup, Trop strict. ouais, et que du coup, s'engage je dirais, l'informaticien de la commune, éventuellement une discussion pour savoir si tel ou tel site peut être ouvert ou pas? Est-ce qu'il y a ou est-ce que la liste, par défaut, telle que vous la configurez globalement, répond parfaitement à tous les besoins? Alors, la liste, effectivement, comme elle est configurée par défaut, peut intégrer des faux positifs.
Maintenant, je pense que dans le projet de filtrage, c'est important justement d'intégrer les enseignants qui ne se retrouvent pas effectivement avec une solution de filtrage qui est installée du jour au lendemain et dans lequel effectivement ils vont se retrouver bloqués. C'est là qu'on constate effectivement des fois des divergences entre les services informatiques et les enseignants. Je pense que c'est important de les intégrer au projet. Maintenant, on a fait en sorte que le référentiel soit vraiment adapté aux écoles du premier degré. Donc, on a quelque chose aujourd'hui, après le référentiel, donc la solution a été lancée en fin 2020. Aujourd'hui, on a 2500 écoles qui sont couvertes par la solution. Donc, on a quelque chose d'assez bien fait au niveau du référentiel. Ça nous arrive encore d'avoir des demandes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enseignants, quand ils sont bloqués, on reçoit, nous, la demande de déblocage. Ils ont un petit formulaire qu'ils remplissent et on les débloque en fonction de la légitimité de la demande. On teste le site, etc. Le service informatique peut également avoir la main dessus pour justement agir sur la liste blanche et la liste noire. Et nous, on essaie d'anticiper certains faux positifs. Voilà. Maintenant, ça marche, ça fonctionne relativement bien. Et certains sites qui peuvent poser, ça nous arrive, des sites comme Pinterest qui sont très utilisés dans les écoles, avec la solution Netifoodbot, il est bloqué par défaut Pinterest. Mais ça s'explique. Il faut l'expliquer aux enseignants pourquoi on le bloque. Parce que dans Pinterest, on peut avoir effectivement des contenus très sympas pour l'éducation, mais il y a aussi des contenus qui ne sont pas du tout sympas pour les enfants et il ne faut absolument pas qu'ils tombent dessus. Et ça, on l'explique en donnant notamment des exemples d'URL. Généralement, quand ils ont vu ça, ils ont dit non, mais finalement, on va faire ça. On a également effectivement des cas où malheureusement on se rend compte que l'éducation nationale ne fournit pas les outils aux enseignants. Et donc du coup ils font avec ce qu'ils peuvent et généralement ils utilisent des outils gratuits. Il y a énormément de blogs qui sont créés par des enseignants, qui sont transmis entre eux et donc ils les utilisent, donc c'est des super contenus. Le problème c'est que la plateforme qui héberge les blogs, elle héberge aussi des contenus qui n'ont aucun rapport avec l'éducation et sur lesquels nous on bloque les contenus. Donc il faut l'expliquer. Ça s'explique effectivement tout ça. Donc il y a un vrai travail de sensibilisation pour leur faire comprendre que des contenus qui sont bloqués, c'est pas pour les embêter, c'est que derrière nous on a détecté des problèmes, des contenus problématiques et il faut qu'ils l'acceptent. Après, la collectivité est libre de faire ce qu'elle veut dessus, elle peut le débloquer, il y a la liste blanche, liste noire, mais on l'explique avant tout. Merci. Francisco, tu as une autre question? Oui, il m'en est venu une autre là. Dans l'infrastructure là, donc réseau de l'école, le poste ou les postes des enseignants, comment ils sont gérés de manière à ce qu'ils aient eux éventuellement un accès complet ou qu'ils puissent déverrouiller ces protections s'ils ont besoin? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'accès à l'administration. Donc, l'accès à l'administration, ils ont un identifiant, un mot de passe qui peut être communiqué par le service informatique, par exemple. Et à partir de là, ils ont accès à cette administration et ils vont pouvoir jouer effectivement sur la liste blanche, liste noire, mais aussi sur les catégories, de façon à être autonome sur le niveau de filtrage. Ok, mais ça reste un paramétrage global pour tous les postes. Ça reste un paramétrage global pour l'ensemble des postes. Après, si des postes sont vraiment, on assure que seuls les enseignants accèdent dessus, on a la possibilité de sortir des postes du filtrage. Dans le mode expert, ça se fait, il y a certaines écoles qui le demandent, que les postes, effectivement, notamment des directeurs, ne soient pas filtrés par la solution. Et donc là, on peut le faire simplement dans le mode expert. On a une liste des postes qui sont connectés derrière le Netifoodbot. On sélectionne le poste, on valide et le poste sort du système de filtrage. Voilà. Ok, merci. Merci, Monsieur Bécard. Écoutez, nous n'avons pas d'autres questions. S'il y en a qui souhaitent lever la main, il est encore temps. Vous avez encore quelques minutes si vous le souhaitez. Ah, Amalia, oui?
Oui, j'ai une question, parce que c'est quelque chose que j'ai changé en aparté là avec les conseillers numériques de la fibre, et c'est une question que je m'étais posée parce qu'on avait proposé notamment au département des Pyrénées-Atlantiques de participer à ce webinaire, puisque le département des Pyrénées-Atlantiques a dans sa compétence 50 collèges. Et en fait, quand je leur ai parlé de la solution Netiful, ce qu'ils m'ont répondu aujourd'hui, c'est que cette compétence sur le filtrage est aujourd'hui encore, je dis bien encore parce que les choses changent beaucoup, est encore sous en fait, comment dirais-je, gérée directement par la DSI de l'État. Donc en fait, le département aujourd'hui, il n'a pas la main pour, s'il le souhaitait, par exemple, mettre en place ce type d'outils. Est-ce que c'est bien la même chose que vous rencontrez dans d'autres territoires? Vous n'avez pas de clients type collège aujourd'hui? Si, Public, on en a, tout cas. on a des collèges depuis effectivement la sortie de la génération 2 de Netifulbot. On adresse de plus en plus d'établissements secondaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une volonté de l'éducation nationale de sortir de toutes les solutions qui avaient été un petit peu faites Oui, maison, les proxys académiques, c'est ça. tout ce qui est à mon école, etc. Ils veulent plus le gérer, c'est trop compliqué. Donc c'est parti, l'Académie de Versailles, suite à une demande de la DNE, donc a initié Donc effectivement la marche. DNE, Direction nationale de l'éducation. Numérique, ouais, tout à fait. Et donc là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc, il y a beaucoup d'académies qui abandonnent. Poitiers abandonne, Bordeaux est en train d'abandonner, Lyon a abandonné, Créteil, Paris, Lille, ils sont en train d'abandonner, c'est ça. Et donc, nous, on est référencés, on est passé par ces phases effectivement de référencement. On fait partie sur la région parisienne des 3 solutions qui sont validées, notamment par l'Académie de Versailles. Donc, D'accord, mais il y a ça veut dire que ça passe quand même au niveau de la DSI académique. Alors, la DSI académique, c'est-à-dire que chaque rectorat, effectivement, a Oui, sa politique là-dessus, même si la DNE a son mot à dire dessus, mais il y a quand même, effectivement, au niveau de chaque région, une politique spécifique. Mais il y a quand même une volonté de sortir de ça, parce que aujourd'hui, les rectorats, pour éviter, effectivement, d'être trop en conflit avec les collectivités, ont encore se protègent derrière ces proxys académiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces proxys académiques sont complètement obsolètes. Généralement, ils ne gèrent que les sites en HTTP. Ils ne savent pas gérer le HTTPS, alors qu'aujourd'hui, 100% du web est en HTTPS, pratiquement 100% du web est en HTTPS, donc ça pose de gros problèmes. En gros, c'est de configurer le proxy académique sur un poste informatique où on va mettre un enfant devant, c'est presque inutile. Voilà, c'est devenu presque inutile. Donc, il y a effectivement aussi le fait qu'il faut qu'ils mettent en place des choses, qu'ils communiquent, que les référents numériques au niveau donc, des inspections académiques passent effectivement aussi le mot aux collectivités et que ça soit vraiment quelque chose de général. Mais là, effectivement, on voit qu'en fonction des régions, on n'a pas du tout la même approche. On a une approche plus complexe dans notre région. C'est plus compliqué à faire comprendre effectivement cette nécessité du filtrage que dans des régions comme par exemple dans le sud-est, la région Île-de-France, dans le Grand Est, la Bretagne, dans tout le territoire, tout ce qui est Vendée, etc. Ils ont une approche beaucoup plus organisée sur le filtrage. On a ici dans notre région un certain retard là-dessus. Monsieur Bécard, en gros, ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'Académie de Bordeaux, elle n'est pas encore mature ou ouverte. Si on voulait se dire qu'on souhaitait implanter Netiful dans les collèges des Pyrénées-Atlantiques, par exemple, aujourd'hui, quel serait notre interlocuteur? Parce que le département, il me dit, ben nous, aujourd'hui, ça ne relève pas de notre compétence, c'est le rectorat. Alors, la compétence, c'est bien le département. C'est le département qui s'occupe des collèges. Maintenant, effectivement, Oui, mais avec pas tout dans le système d'information. Voilà, pas Avec tout la dans le loi système Payon, d'information. c'est C'est litigieux. ça. Et donc, du coup, eux ont des communications, ont des échanges avec le rectorat. Donc, le rectorat doit donner effectivement les bonnes consignes là-dessus.
je pense qu'effectivement, le rectorat de Bordeaux n'est pas encore... voilà. Donc, vous n'êtes pas référencé au rectorat de Bordeaux encore? Alors, ils connaissent la solution, D'accord. ils connaissent la solution, mais on n'a pas, avec le rectorat de Bordeaux, avancé de la même façon qu'avec d'autres D'accord. rectorats, malheureusement. Ok, Voilà. bon. Bientôt, espérons. En tout cas, on poussera C'est dans ça. ce sens avec le département. Très Voilà. bien. Bien, écoutez, Bon, merci, merci à tous. Merci à vous surtout pour votre présentation. Merci Francisco également d'avoir animé ce webinaire. Écoutez, je vous donne rendez-vous maintenant en 2025 pour les prochains webinaires. Le calendrier va bientôt paraître sur le site des webinaires, sur le site de la fibre et sur les réseaux. Donc, vous saurez très rapidement quelles seront les prochaines thématiques. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.